Des vécus, des témoignages assez importants. Un autre pan de l'histoire du Burkina que nous ouvrons ce jour dans votre émission Le Grand Déballage. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Salut à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité sur les antennes de Burkina Info TV. Nous émettons depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui un grand-père. Un père, il a 76 ans. Il était ambassadeur de Burkina Faso en Libye sous la révolution de Thomas Sankara. Il est par ailleurs, il faut le signaler au passage, un ancien détenu politique sous le Front populaire et ancien CDR, le comité de défense de la révolution. Vous l'aurez compris, le doyen Mousbila Sankara est notre invité ce jour. Monsieur Mousbila Sankara, bonsoir à vous. Bonsoir. Je l'ai dit, à 76 ans, la question banale que j'ai envie de vous poser, c'est quoi le quotidien d'un papa de 76 ans? Bon, chaque matin, après la prière, je fais un peu de lecture. Ensuite, si je suis à Théma, je vais dans ma ferme. Si je suis à Ouaga, bon, je fais rien, jusqu'à ce qu'on m'amène mon déjeuner. Bon, après, je rentre en ville, rendre visite à certains camarades. Bon, selon ce que le programme de la journée, quoi. Alors, avoir 76 ans pour cette jeunesse actuelle, c'est un luxe aujourd'hui. Hein. Comment vous avez fait? C'est quoi votre secret? Il n'y a pas de secret puisque nous avons vécu normalement parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Dès l'âge de 5 à 6 ans, on a conduit les chèvres dans les pâturages. Quand on était un peu plus grand, c'était les veaux et plus tard les bœufs. Alors, on était aussi dans les champs puisqu'il n'y a pas cultivateur simple. Si tu es cultivateur, tu élèves également et vice-versa. Donc, avec tout ça, et aller à l'école et tout, bon, il y a de quoi en tout cas s'exercer pour rester en bonne... Certains aussi ont parlé d'une hygiène de vie qu'il faut avoir. Oui, mais l'hygiène de vie, c'est quand il y a l'abondance et tout que vous avez des problèmes de choix. Nous, déjà, pour avoir parce que déjeuner chaque matin, là, ça c'est un luxe que je me suis donné quand j'ai commencé à avoir un salaire. Sinon, à la maison, le déjeuner, c'est pas régulier. Qui a besoin de temps? Qui a le temps pour te faire un déjeuner? C'est le taux qui est resté là. Tu te lèves très la vache qui est la plus docile pour boire et puis tu fous le camp en brousse. Ouais, ouais. Alors, en dehors de ça, si ce n'est pas le ramadan et la tabaski, toute viande que tu vas manger, c'est un oiseau que tu aurais capturé en brousse ou bien les petits animaux là, que les enfants peuvent tuer en brousse. Sinon, c'est rien ne peut être en excès. Vous voyez? Voilà qui est suffisamment clair alors. Je vous ai invité pour qu'on parle aussi de votre connaissance de la révolution, de ce que vous avez vécu sous Thomas Sankara. L'actualité demeure l'une des actualités, il faut le dire, parce qu'on n'oublie pas les massacres de population, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ma part de vérité, tome 1, composé de 4 parties, 260 pages. Le premier essai de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo, il faut le signaler au passage. Il était président donc sous le Conseil national du salut du peuple 1 et 2. Renversé par son premier ministre d'alors, le capitaine Thomas Sankara. Alors, est-ce que vous comprenez déjà la polémique née autour de ce document de Jean-Baptiste Ouédraogo? Oui, si, je la comprends, puisque ça a été tout le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo. Ça a été constitué de conflits. Les intellectuels, ou bien ceux qui se réclamaient, les intellectuels, chacun s'est rentré dedans. La presse était devenue pour une fois intéressante. Malheureusement, il y avait une presse souterraine qu'on n'arrivait pas à contrôler. Mais en tout cas, on sentait l'affrontement entre des groupes dedans. Et Jean-Baptiste lui-même, étant un personnage mixte, c'est-à-dire militaire, civil, presque religieux pour moi, il n'a pas eu la situation facile. Il n'a pas eu la situation facile. Donc pour vous, aujourd'hui, c'est un ressentiment? Ça ne peut que l'être. Parce que vous savez, la science humaine, par nature, est composée de tout ce qui ne peut pas être quantifié exactement. C'est ça la caractéristique des sciences humaines, pour ne pas dire la science de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent être traduites, sauf vécues.
Alors, donc je pense que, pour moi, je pense qu'il y a des choses qu'il a dû éliminer, il y a des choses qu'il n'a pas pu éliminer. Bon, si nous les expose aujourd'hui, à nous de faire ce que nous voulons avec, mais lui, en tout cas, il nous a sorti. Et ça fait partie des sciences humaines. Alors, l'un des passages de ce document-là dit ceci: nous nous sommes retrouvés pour accomplir une mission pour laquelle nous nous sommes donné 2 ans. Au bout de ces 2 ans, nous devrions regagner les casernes, libres de tout mouvement, et durant ces 2 ans, il n'était pas question de faire une révolution. C'est ce que dit Jean-Baptiste Ouédraogo. On a l'impression que finalement, entre lui et Thomas Sankara, ce n'était pas le même discours. Et ça, c'est clair. Ça n'a jamais été le même discours, puisque moi, le CSP, oui, je l'ai vécu à moitié. C'est une partie même du CSP2 que j'ai vécu. Parce que le CSP1, ce n'était pas là. J'ai été licencié pour faire des grèves sous le CMRPN de CISERVO. Et je suis parti pour faire mon cours d'ingénieur à Toulouse. Et c'est de là-bas que j'ai appris l'avènement du CSP1. Qui, du reste, m'a servi puisqu'ils m'ont repris. Quand le CSP est venu, ils ont repris les licenciés pour faire des grèves. Donc j'ai bénéficié en tout cas des faveurs du CSP1. Oui. Et mais avant qu'on ne rentre, au mois de mai, il y a eu le problème du CSP2, l'arrestation de Thomas, de Lengani, et puis bon, de la mise à l'écart de Blaise, et la tension qu'il y a eu entre les deux groupes, les pro-Jean-Baptiste et les pro-Blaise. Je veux dire ça comme ça. On avait d'un côté des jeunes, ou en tout cas certains acteurs politiques qui voulaient approfondir la gestion du pouvoir du CSP, et d'un autre, des gens qui voulaient pour qu'on reparte très vite et qu'on remette en fait le pouvoir au civil, parce que c'est ça qu'on appelait la vie constitutionnelle normale. Ça, c'était clairement exprimé. Et chacun avait son groupe. Il y a eu des marches pour soutenir l'un ou l'autre camp. Bon, donc moi, ça ne me surprend pas qu'aujourd'hui, la différence continue. Donc, mais quand je suis rentré, je me suis approché naturellement de Thomas, parce que bon, c'est quand même c'est l'enfant d'un grand frère, nous connaissions très bien, mais je ne peux plus rentrer en contact avec Jean-Baptiste. Mais je suis rentré en contact avec le père de Thomas, qui a de très bonnes relations avec le père de Jean-Baptiste. Parce qu'en fait, c'était comme des gens d'une même famille. Ils venaient tous d'une même région, et j'avais appris, mais là, je n'étais pas là, hein. C'est les gens qui m'ont dit que Thomas et Jean-Baptiste seraient partis voir le chef de Théma, bon, qui est un point commun entre eux, et bon, ils avaient en tout cas résolu des problèmes. Je ne sais pas le problème de quel ordre. Donc pour moi, en tout cas, ils se connaissaient. Maintenant, pourquoi il y avait la tension? Chacun disait que c'est les amis de tel autre qui font là. Voilà. Donc il y avait une méfiance en fait entre les deux camps. Si, il y avait une grande méfiance, oui, parce qu'ils sont venus, le CSP1 est venu dans un contexte où il y avait déjà cette tension. Parce que quand CISERVO est venu, il faut se rappeler que je n'ai pas vu un pouvoir qui ait eu l'appui et l'accord de la masse comme CISERVO. Ce n'est pas le premier à avoir pris le pouvoir par les armes, mais c'est le premier, et jusqu'à présent, je n'ai pas vu quelqu'un qui a atteint ce niveau de popularité quand il est venu au pouvoir. CISERVO. CISERVO, ouais, ouais. Il y a eu une adhésion. Massive, hein? Massive et vraiment constante. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Non, parce qu'il est venu, oui, à un moment où on tentait de frôler la catastrophe. À la limite, l'avenue de CISERVO était dans le même contexte que celui de Gira. Bon, on ne va pas en parler pour le moment, parce que ça c'est mon dossier personnel. Oui. Bon, donc il y avait eu, c'était sous la Troisième République, et c'était une majorité à l'Assemblée de 28-29. Et on a ceux qui ont perdu les élections tenaient forcément soit à faire partie du pouvoir ou en tout cas à les renverser. Et en face, on avait affaire à des gourous politiques, des gens solides, comme Gérard, et Konombo et autres, qui savaient aussi se battre et qui avaient des gens derrière eux. Donc, à chaque fois, dans chaque dossier, il y avait cette ambivalence-là. Au point qu'à un moment donné, on murmurait qu'il y a des gens qui cherchent à faire une opposition armée. Alors, et c'est en ce moment-là que les enseignants, comme d'habitude,
des intellectuels, la plupart organisés par un parti favorable au professeur ils ont engagé une grève. Ils ont engagé une grève contre un fait réel, un fait de corruption ou de népotisme réel à travers leur ministre, Domba. Attendez, il ne faut pas que je raconte des histoires. Hein. En tout cas, le ministre en question a envoyé sa femme en France pour faire un stage qu'elle ne méritait pas selon les syndicats. Et il y a eu une grève. Et ça s'était devenu tendu. Et c'est au sommet de cette lutte-là que C. Gervais est venu. Donc vraiment, il a été adoubé, donc, par la population. Par la population. Oui. Et il y a eu des lettres d'émotion, de soutien. Bon, et tout. Bon, en tout cas, on a médiatisé les soutiens là. Et quand il est arrivé, il y a eu du volontarisme. Et les travaux d'intérêt commun, le nettoyage là, des villes et tout là. Les curailles de caniveau. Voilà, avec le président lui-même. Qui était au devant. Voilà, les gens n'avaient pas l'habitude de voir le président comme ça. Mais donc ça veut dire que ces Herbault, malgré tout, quand même, avait une certaine aura au sein de la population voltaïque. Non seulement il l'avait, il a tout fait pour le mériter. Parce que vous voyez les chemins de fer là, la bataille du rail là, c'est lui, il a engagé ça en débat. Il l'a engagé. Donc avec, comme pour ministre, comme c'est pas ministre, mais un membre du CMRPN sans faux, et Zongo. Oui. C'est pas Henri Zongo, hein. Oui. Il y a Jana Zongo, qui le poussait. En tout cas, il posait des actes dans le sens de la population. Donc, mon oncle, c'était solide. Hein. Oui. Bon, mais il n'avait pas malheureusement de son côté les intellectuels là, c'est-à-dire ceux qui devaient l'aider à rentrer, asseoir là, il n'avait pas ça. Il n'avait pas ce monde-là. Là également, c'est un point important de l'histoire que vous abordez. Malgré tout, quand même, ces Herbault n'a pas duré au pouvoir non plus. Il n'a pas duré. Oui. Il n'a pas duré parce qu'il avait en face une génération. C'est pas une génération qui était justement la génération des Jean-Baptiste au niveau de son armée. Parce qu'il ne faudra pas oublier aussi que ces Herbault, il a commis une faute. Jusqu'à présent, s'il y avait des mouvements dans l'armée, c'est l'officier le plus gradé dans le corps le plus ancien, un truc comme ça là, qui n'appartient qu'à eux. Donc c'est le plus ancien dans les grades les plus élevés qui prenait la tête au nom de l'État au nom de l'armée. Et c'était un moyen pour garder les militaires toujours soudés, pour qu'on soit toujours dans la discipline militaire. Mais quand C est venu, bon, il y avait des généraux plus gradés que lui, puisque lui il était colonel. Il y avait des généraux qui ont été mis à l'écart. Et comme dans l'armée, c'est comme dans les églises et les mosquées, chacun a son gourou. Bon, il y a des jeunes qui ont été mis à l'écart. Voyez. Et ce sont ces jeunes-là qui se sont retrouvés avec une autre génération dans la masse, qui ont combattu, qui ont amené le départ de CI. Ça a commencé par là. C'est Herbault donc du pouvoir. Ce qui est important de préciser ici, je reviens encore sur le livre Ma part de vérité de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo. Il a été l'un des présidents les plus éphémères du Burkina. Quand on voit son document aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas finalement un règlement de compte, même s'il refuse le mot règlement de compte, entre lui et Thomas Sankara, parce que attendre plus de 40 ans avant d'écrire sur lui, ça fait tout de même un peu bizarre. Bon, comme il a dit que lui-même il est vivant, c'est lui qui l'a écrit, dit que ce n'est pas un règlement de compte, et comme il a promis un autre livre, le tome 2. Voilà, peut-être qu'il dirait bien à quoi ça sert. Il faut que ça serve à quelque chose de toute façon. Et pour ce qu'il est, ça c'est Moussibile Sankara, hein, pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un, un élément qui jusqu'à présent était considéré comme un facilitateur et tout, et dans le contexte de l'union ou la réconciliation dont on parle, je ne sais pas pourquoi il sort ça. Est-ce pour se mettre à l'écart et ne plus participer? Oui, mais il a dit quelque chose d'assez important, toujours dans le cadre de ce document. Il a dit Sankara avait une double face comme une médaille. La nouvelle génération qui ne l'a pas connu n'admet que la bonne face de Thomas Sankara. Oui, mais
Parce que pour lui, il faut restituer aussi l'autre face de Thomas Sankara que tout le monde ne connaît pas. Il faut que c'est ceux qui ont vécu, ceux qui connaissent cette face, qui peuvent la décrire. Moi, je n'ai pas connu cette face. J'étais très près de lui et je n'ai pas connu la face du diable. Parce que j'ai pris part à plusieurs réunions où il m'a semblé justement ne pas avoir cette face du diable, parce que ça l'aurait permis peut-être d'éviter d'être assassiné par ses proches. Parce que ce n'est pas les informations et les quoi qui ont manqué, mais c'est la culture même de Thomas. Parce qu'il a été éduqué dans un cadre religieux, presque ouais, c'est religieux, et culturellement, bon, il y avait le grain de fierté qui l'empêchait de faire n'importe quoi. Parce que Thomas, c'est quelqu'un qui n'aimait pas qu'on dise, le camp directeur là, s'il n'est pas là pour pouvoir défendre, il n'aime pas laisser quelque chose qui peut salir son nom. Ça, ça se transcendait. Il avait beaucoup de vertus, en fait, de qualité, d'intégrité. En tout cas, il arrivait, en tout cas, il arrivait à faire ça. Mais pour comment dirais-je, la lutte, dans la lutte pour le pouvoir, même si on le qualifie autrement, oui, c'est ce que chacun a vu, ce qu'on aurait attendu de Thomas, et on n'a pas vu, on peut le qualifier comme ça. Mais vous qui avez connu Thomas Sankara, est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un qui aimait le pouvoir, qui se laissait manipuler ou qui était manipulateur? Non, c'est-à-dire, oui, il aimait prendre part aux actions. Il aimait même, s'il n'était pas initiateur, tu peux aller lui proposer quelque chose, après il prend, il ne dit pas que c'est un tel qui a proposé ça, mais il continue avec. Il aime agir. Bon, mais le pouvoir, qu'il aimait le pouvoir, je crois qu'il avait le pouvoir. Thomas avait le pouvoir, il avait les honneurs avant même d'être président ou premier ministre. Parce que c'est depuis la malheureuse guerre des pauvres types là, entre le Mali et le Burkina. On avait qualifié ça la guerre des pauvres. La guerre des pauvres. Oui. C'est à ce niveau, dans ce qu'il a posé un acte par lequel beaucoup ont entendu parler de lui. Sinon, je ne vois pas. Et donc, depuis ce temps-là, on faisait attention à lui et bon, toute chose à laquelle il participait était remarquée. Et surtout, comme il aimait la presse, vous autres, vos collègues de l'époque là, aimaient aussi à l'écouter et à lui permettre de s'exprimer. Et tout ça, ça a contribué à faire de lui un personnage. Sinon, le pouvoir, quel pouvoir? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que Thomas n'avait pas. Parce qu'avant même d'être, quand il est devenu Premier ministre ou président, si tu vois la vie qui était menée dans la famille, là, c'était pas, ça ne pouvait pas inciter quelqu'un à vouloir être président. Hein. Ah oui. Ah non. Parce que sa famille n'a pas du tout bénéficié de quoi que ce soit. Pas histoire, non seulement ils n'ont pas bénéficié, mais c'est qu'ils avaient même, le peu qu'ils avaient même a été retiré. À titre d'exemple, vous pouvez donner quoi exactement? Qu'est-ce que Thomas Sankara a retiré? À titre d'exemple, oui, le petit frère de son père, Alassane, mon grand frère à moi, il a un ami qui lui a offert une moto Yamaha. Celui qui a payé la moto là est encore vivant. Thomas est arrivé dans la famille voir la moto là, il a demandé mais qu'est-ce que c'est pour qui ça? On a dit que c'est pour Alagi Hassan. Il s'est levé, il n'a pas mangé ce jour-là en famille, il s'est levé, il a été voir le vieux là. Il a demandé mais qui lui a donné la moto? Il a dit ah c'est un tel. Il dit bon je voudrais qu'en tout cas on remette la moto là. Pourquoi depuis, moi je suis né trouvé que vous connaissiez. Il ne t'a jamais donné une moto, pourquoi il te donne une moto maintenant? Je veux qu'on remette cette moto là. Et il a insisté, il a dit qu'il ne veut plus voir. Si le grand frère ne remet pas la moto, il va envoyer un tel et un tel prendre la moto là, aller remettre. Donc pour vous, c'était une manière peut-être de montrer que c'est la famille présidentielle. Lui ne voulait pas qu'il y ait... Il a dit que c'est parce que lui, il est président. Lui, Thomas a pensé que c'est parce qu'il est président que l'autre lui a donné la moto à son oncle. Il a fait remettre la moto. Chose que la famille n'a pas du tout compris. Non, qui va comprendre ça? Moi, je ne suis pas président, mais il y a des gens quand même qui peuvent me donner souvent des choses qui ne dépassent une moto. Ouais. Mais pour vous, c'était une manière pour lui de montrer qu'il était intègre. Était intègre, oui. Son intégrité, il nous l'a prouvé depuis avant ça, là, quoi. Quand on était en famille, là, il l'a prouvé. Mais des actes de ces gens-là, ce n'était pas quand même bien. Moi, je n'ai pas trouvé ça bien. Je parle de ça parce que
celui qui a donné la moto là, celui par qui la moto est venue dans la cour là, est encore vivant. Jusqu'à présent, quand on se rencontre... Mais ce sont des choses comme ça que la population ne savait même pas. Ils ne savent pas. Oui. Mais ils savent quand même. Puisque quand maintenant il a institué la caisse de solidarité, à chaque fois qu'il se déplace et que souvent on lui donne un cadeau, il vient, on met dans la caisse de solidarité. Comme la plupart de ceux qui voyageaient à l'époque. Bon, à vous écouter attentivement, peu importe ce qu'on peut dire, Thomas Sankara, c'était l'homme intègre, le président vraiment qui aimait son pays, qui ne voulait pas du tout de la corruption. Il n'en voulait pas. Il ne voulait pas. Et si quelqu'un se faisait prendre dans ça, il le faisait sentir. Il le faisait sentir. Parce que ce n'est pas la seule fois. Hein. On a un neveu, un curé, celui qui a été le curé qui a célébré le mariage de Blaise Compaoré et Chantal. Là. Oui. Il a été en Côte d'Ivoire. Au fait, lui a donné de l'argent. Il est venu. Vous avez le montant? Oui, mais je ne vais pas dire, puisque vous n'est pas là. Oui, mais c'est toujours important, puisque c'était pas important. Non, c'était 3 millions. 3 millions. Ouais. Alors, quand il est venu, il a dit, quand il a fait ça, quand on est à la famille, moi, j'ai regretté qu'il ait raconté, puisque juste après, tout m'a dit d'aller verser ça à la caisse de solidarité. Que c'est l'argent pour tout le monde. Quand tant que un tel, au fait, il ne lui aurait pas donné 3 millions. On a remis ça. Et comme nous autres là, on a boudé, on a parlé, par la suite, au fait, a appris que l'argent là, on a mis, l'argent du curé là, on a mis dans la caisse de solidarité, il l'a rappelé. Il a invité le curé là. Et il a dit au curé là de ne pas partir, qu'il faut qu'il ait une occasion. Ça a duré, comme ça a duré, au fait, il lui a envoyé une camionnette bâchée. Que comme ça, là, tu vas aller mettre ça où? Et en ce moment, le président Thomas Sankara a dit quoi? Non, il lui a envoyé, non, quand il a envoyé la voiture, il a envoyé une note pour dire que je pense que tu n'aimerais pas ça au garage administratif, parce que un curé, ce n'est pas un fonctionnaire. Il a des charges qu'il doit faire au nom de Dieu dans les quoi. S'il te plaît, laisse-le avec. Donc, vraiment, c'était sûr, quoi. Comme il nous a montré la carte, on a su que, bon, il ne va pas retirer. Effectivement, il n'a pas retiré ça. Donc, même dans la famille de Thomas Sankara, ce n'était pas facile du tout. Ce n'est pas facile. Parce que quand il est venu, il n'a surpris personne de par sa conduite. Parce que si tu voyais comment il vivait, moi, je n'ai pas été surpris. Il n'a pas été surpris. Puisque même sous le CSP 1 où Jean-Baptiste était président là, la grande sœur de Thomas qui travaillait à la préfecture, on l'a amenée à Nyoko. Parce que quelqu'un ne serait pas dire qu'à la préfecture, là, pour faire une carte d'identité, on te demande 500 francs. Et on les a envoyés à Nyoko. Sa petite soeur de même mère pour 500 francs. Nyoko, ça veut dire en prison. En prison. Voilà, il s'y est rendu. Ce n'est pas le procureur qui lui a envoyé. Je crois qu'on a dit, allez, il paraît que ici, les gens prennent de l'argent pour faire des pièces. Allez, il a balancé tout le monde là-bas. Pour 500 francs, c'est 500 francs. 500 francs. Et pour lui, c'était important de poser des actes comme ça pour sa propre famille, pour montrer à l'ensemble des citoyens parce que c'est Ernest qui a fait sortir alors, Ernest Nongma Ouedraogo. C'est important de le préciser. C'est lui qui l'a fait sortir, parce qu'il dit que lui, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il faut dire, puisque dans tous les territoires où on ne donnait pas 500 francs, c'est pas possible. Et puis, on n'a pas dit que c'est à elle-même qu'on a remis. On a dit qu'au service de l'établissement de quoi là, et comme elle saisissait là-bas, allez, on les a amenés. Donc, elle les a fait sortir. Ouais, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ouais. Et merci à vous pour ces différents témoignages sur Thomas Sankara, pour son intégrité. Alors, certains ont vite fait le lien pour dire Jean-Baptiste Ouedraogo avait comme Premier ministre Thomas Sankara, qui était plus populaire que le président lui-même. Est-ce que ça n'a pas joué jusqu'à présent, même le monsieur il continue de revivre? En fait, il semble que c'était le cas. Et c'est à Bobo, après un meeting, quand Thomas s'est exprimé, les gens n'ont pas voulu attendre écouter le président. C'est ça qui aurait déclenché tous ces problèmes-là. Maintenant, ma préoccupation, ce n'est même pas ces luttes-là, parce que je n'ai jamais vu des politiciens d'accord. Donc pour moi, ça, c'est pas sûr. Mais c'est le fait que
les deux là avaient d'autres raisons de s'entendre en dehors du programme politique là. Lesquels? Puisque oui. Quand il y a eu le CSP1, Thomas fut du groupe qui ont porté Jean-Baptiste au pouvoir. Jean-Baptiste lui-même, il se plaisait à dire qu'il n'a pas de corps d'armée, il n'a pas de... Mais c'est des gens qui l'ont amené. Donc, comment la méfiance est arrivée là? C'est ça qu'il serait intéressant de savoir pour qu'on ne tombe plus là-dedans. Sinon, Jean-Baptiste, je me reconnais que c'est l'aile de Thomas qui l'a aidé à venir au pouvoir. Et le fait aussi qu'il n'a pas été assassiné après le coup d'État de 83. Oui, 84. Oui. 4 août 83. Il n'a pas été assassiné parce que ce n'était pas au programme de l'assassiner. Et Thomas a failli être tué ce jour-là, devant moi, au domicile de Jean-Baptiste, parce que Ernest et Jean-Baptiste n'étaient pas loin l'un de l'autre. Et moi, pour certaines contingences, les gens là m'ont embarqué pour les aider dans leurs besoins de communication. Oui. Et j'ai assisté à l'intrusion de Thomas chez Jean-Baptiste pour s'opposer à ce que quelque chose lui arrive. Vous étiez là? Moi, j'étais devant, moi, j'étais là. Et je ne suis pas seul. Les gens n'ont qu'à m'excuser. Il y a Salif Kaboré. Lui, il a reçu une balle dans le pied. Il doit avoir même la balle chez lui. Salif Kaboré, c'est un autre activiste. Et Thomas est venu, il est rentré, il a parlé aux gens là. Il est rentré, il est ressorti avec Jean-Baptiste. Ils sont partis dans une chambre. Bon, et après, bon, au lieu d'être alors que normalement, il devait être à la radio. C'est après avoir sauvé Jean-Baptiste qu'il est parti faire sa déclaration. Et pendant son pouvoir, est-ce qu'il parlait de Jean-Baptiste souvent avec vous? Avec moi, non. Puisque c'est pas... Jean-Baptiste, c'était un boulet à ses pieds. Parce que la famille de Thomas, contrairement à ce que les gens pourraient y penser, était très attachée à celle de Jean-Baptiste. Ils étaient tous les premiers chrétiens du coin. Il y a même, je crois, un qui est filleul de l'autre. Je ne sais pas si c'est le père de Thomas qui est filleul de Jean-Baptiste ou c'est Jean-Baptiste qui est filleul de Thomas. Ouais, en tout cas, dans ça, il y a un truc comme ça. Je les voyais à chaque occasion se rencontrer pour ça. Je n'ai pas pu... Mais je sais que les familles étaient liées, leurs familles étaient liées. Alors quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que Jean-Baptiste n'avait aucune raison de parler de la face, peut-être qui n'est pas assez joviale de Thomas Sankara. Bon, je ne sais pas, il n'y a que lui pour dire ça, mais... Mais ça vous choque peut-être de voir qu'il a écrit des choses comme ça? Non, ça ne me choque pas, oui. Parce que c'est venu confirmer quelque chose qui me gênait un peu. Maintenant, ça ne me gêne plus. Parce que que ce soit le CSP ou que ce soit le CNR, arrivé, Thomas a défini le peuple et ce qu'il voulait faire pour ce peuple-là, et il a dit dans quel cadre il va le faire. Et dans sa définition du peuple-là, les gens comme Jean-Baptiste ne constituaient pas un problème. Parce qu'il faisait partie de ceux qui étaient instruits, bien soignés, bien placés. Il n'était ni chômeur, ni... Donc, ça va. Mais ce qui préoccupait Thomas et la plupart de ses camarades, c'est comment faire pour donner l'école à tout le monde, la santé au grand nombre, et puis voilà. Donc Jean-Baptiste n'avait rien à voir. Donc il ne voyait même pas un intérêt au pouvoir que Thomas prêchait. Et quand Thomas est arrivé également, il a commencé ses lotissements. Vous voyez les morceaux de terre qu'on donne à chacun. Bon, regardez ce que Jean-Baptiste a. Si on devait donner à chacun la superficie qu'on a donnée à Jean-Baptiste, il serait combien derrière les barrages? Bon. Quand Thomas est arrivé, le problème de justice, il voulait un tribunal qui puisse, en quelque temps, instruire un dossier, que le monsieur s'explique, mais qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, les avocats ou les soldats, comme on dit. Bon, Jean-Baptiste n'était pas de ceux qui avaient besoin de ça. Donc, en fait, pour moi, Jean-Baptiste ne voit rien en Thomas quelque chose qui pourrait l'intéresser. Au contraire, Thomas est venu les gêner. Quand il est parti aussitôt, chacun a réalisé ce qu'il voulait réaliser. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que les Jean-Baptiste là doivent avoir été quand même tout de même heureux que Thomas ait été éliminé? Mais si, ça c'est un sentiment. Je ne peux pas rentrer dans leurs choses, mais j'ai vu les réactions. Parce que aussitôt, quand Thomas est mort, j'ai vu les réactions. Bon, et ce n'est même pas à Ouagadougou seulement. Même hors de Ouagadougou, j'ai vu des gens qui, s'ils n'ont pas dansé, n'ont pas caché leurs choses.
Il disait, oui, maintenant nous allons pouvoir faire ce que nous voulons. Et c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut maintenant, mais où on est? Si, ça c'est même à vous dire, c'est pas ça, hein. Il pas... Tout quoi, à vous écouter attentivement, Thomas Sankara était devenu un problème pour Jean-Baptiste Ouédraogo. C'était un problème pour Jean-Baptiste et pour d'autres. Pour tous ceux qui pensaient qu'être ministre, être directeur, c'est des avantages, c'était un problème. Vous voulez dire aujourd'hui l'espace que Jean-Baptiste occupe, Thomas Sankara serait toujours président, ça c'est pas possible. Comment? Qui va demander et qui va te donner? Ça dépend de comment tu vas faire. Il y a des gens qui vont peut-être des surfaces plus grandes que ça, mais ça dépend de comment tu as eu. En tout cas, dans le cadre des actions populaires que le CNR a posées pour pour aider la population, personne n'aurait donné ça. Vous voyez Ismaël, l'éducation là, oui. La réforme qu'il avait envisagée, il a commencé d'abord avant de réformer l'éducation, rendez-la accessible à tout le monde d'abord, après on va voir si elle est adaptée ou pas. Chaque village doit construire son école. Et l'État devait apporter du matériel. L'État devait apporter du matériel et les cadres. Et l'État, très souvent, ne pouvait même pas apporter. Les gens s'arrangeaient pour construire. Alors, en ce temps, qu'est-ce que Jean-Baptiste était déjà au sommet de son affaire, il n'avait pas besoin de ça. Et c'est quand il a fait ça, oui. Il a baissé le prix de la scolarité. Au point qu'avec une scolarité en Côte d'Ivoire, tu payais 2 ou 3 ici. Donc nos parents qui étaient là avec leurs enfants ont pu faire suivre leur cursus ici en payant. À des tarifs acceptables. À des tarifs acceptables. Oui. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires sont des diaspos. Parce que leurs parents, ceux qui ont envoyé leurs enfants, ont pu payer jusqu'à l'université. Et ça, c'était une politique pour faire venir... C'était une politique non seulement pour faire venir eux, mais pour permettre l'accès de l'enseignement là. Même s'il y a certains enseignants qui ont été dégagés quand même sous la Révolution. Oui. Parce que ça aussi c'est une histoire. Oui. Effectivement, c'est une plaie. On me rappelle, il y a des camarades qui me rappellent de ça, tout le temps. Ah oui. Bah, imaginez, c'est-à-dire le responsable de ces dégagements-là, si nous sommes responsables, les syndicats de l'époque, le SUNIAV, doivent aussi payer. Parce que le 4 août, là, ça a trouvé qu'à Bobo, le SUNIAV était en conseil ou en congrès. Et c'est pendant le congrès que la révolution est intervenue. Et de là-bas, ils ont pris une motion pour inviter tous les gens à se démarquer de ce pouvoir qui vient d'arriver. Qu'il paraît qu'il nous quoi de se démarquer. Vous voyez, des gens qui se tirent dessus pour avoir le pouvoir, et moi, responsable d'une association d'un organisme, j'invite mes militants à se démarquer. En fait, je les expose au coup de fusil, même pas au licenciement, au coup de fusil. Mais comme ça ne se passait pas grand-chose à Bobo au point de vue affrontement, ça s'est passé. Et juste après, les grèves. Donc, le Seigneur a considéré ces grèves-là comme étant des actes contre son pouvoir. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'en définitive, il faudra que les responsables, que ce soit politique, associations civiles ou syndicats, on réfléchit aux actes qu'on pose là par rapport à ceux qui... Alors, ça également, c'est un autre élément important. Alors, à vous écouter attentivement, Thomas Sankara, c'était l'homme intègre. Personne ne peut ternir l'image de Thomas Sankara. Un écrit ne peut pas le faire. Non, ce n'est pas un écrit qui peut faire ça. Sauf si un jour, on met sur la table que le lotissement là a été une erreur et voilà les conséquences. Les vaccinations commando, c'était une erreur, voilà les conséquences. La salubrité, la lutte contre... Si on arrive à démontrer ça, on salit. Parce que ça serait en conformité avec l'acte. Mais tant que ces décisions-là resteront acceptées et chéries par la population, on ne peut pas tenir... Non. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord avec lui, ça c'est normal. Mais ça ne peut pas, tu ne peux pas amener les gens à ne pas être contents parce que toi, tu n'es pas content. À la présentation du livre, beaucoup d'anciens camarades de Thomas Sankara étaient là, d'autres personnes aussi qui n'étaient pas d'accord forcément avec Thomas Sankara qui étaient là. Ouais. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui que ce livre de Jean-Baptiste Ouédraogo aussi, certains sont contents et l'ont même poussé à écrire ce livre-là? C'est-à-dire que si c'est parce que je n'étais pas à Ouaga, si j'étais à Ouaga ce jour-là, et si j'avais été mis au courant, j'allais partir. Seulement, je l'aurais conseillé de ne pas sortir ça. Parce qu'on n'a pas besoin d'être un clerc ou encore un expert en communication pour voir qu'actuellement, parler mal de Thomas, surtout sous cette forme-là, c'est presque un suicide. C'est presque un suicide. Vous pensez que c'est l'erreur qu'il n'aurait pas dû commettre? Il n'aurait pas dû commettre. Il n'aurait pas dû faire ça. Pas maintenant. Surtout pas lui.
Parce que si les gens, si on ne va pas, si on, il ne lui a pas donné de l'argent, mais il lui a quand même permis d'exister, comparé à ce qui est arrivé à Thomas, quoi. Lui, il était président. Et il y a eu un coup d'État. C'est le président même lui-même qui vient te prendre, celui qui va être président qui vient te prendre et qui te met à l'abri. Et juste après, autour de Thomas, on n'a même pas eu le corps. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, moi je suis membre de la famille. La famille n'a jamais été en possession du corps de Thomas pour voir comment allons-nous faire avec le corps de notre parent. Donc rien que pour ça, parce que les gens ne sont pas idiots. Hein. Non. Il ne faut pas oublier, c'est à l'avènement au pouvoir de Jean-Baptiste qu'il y a eu, que la première fois qu'il y a eu un mort à travers un coup d'État. Sinon, il y a eu des coups d'État, il y a eu le Midjana, il y a eu Cézarro, mais non, on arrêtait les gens et puis bon. Mais c'est avec lui que Nésien est mort et puis c'est tout. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas lui qui doit faire ça. Oui. Mais Pour vous, aujourd'hui, Jean-Baptiste Ouédraogo n'est pas un exemple pour critiquer Thomas Sankara? Pas du tout. C'est-à-dire, Jean-Baptiste parle du pouvoir de Thomas Sankara. Du reste, il a écrit pour le CSP 1 ou 2, hein, il n'a pas parlé de la révolution. Le programme de Thomas Sankara, si Jean-Baptiste le regarde, il va le regarder comme une poule qui a vu une brosse à dents. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'il ne sait rien de ce que Thomas est venu faire en politique. Jean-Baptiste ne le sait pas. Mais il dit avoir subi. Ça, on ne peut rien dire, il a subi. Bon, je regrette. Mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il a voulu. Il a voulu amener tout le monde à voir comme lui, et voilà la réaction. Et vous êtes fier de la réaction populaire? Moi, je suis très fier. Parce que moi, je suis de ceux qui peuvent me tuer devant la honte. C'est pour ne pas avoir honte qu'au 15 octobre, quand j'ai appris qu'on l'a tué et quand j'ai écouté les messages de condamnation vraiment bizarres là, j'ai pris mes affaires et puis je suis rentré. Parce que moi, je ne pouvais pas survivre. Je marche à côté ou bien je suis agile quelque part et puis... Non, non, non. C'est pas ça. On a dit la patrie ou la mort. On a tué un des vôtres et vous faites quoi? Vous vous sauvez, allez vous réfugier. Mais certains ont accepté d'aller avec le nouveau pouvoir, le Front populaire. Oui, mais ça, j'ai vu ça, mais bon. Moi, le Front populaire m'a mis en prison. Alors, on vous dit les jeunes se réclament de Thomas Sankara, mais les jeunes ne se comportent pas comme Thomas Sankara. Est-ce que c'est le constat que vous aussi vous faites? Si le constat, ce n'est pas les jeunes seulement. Nous qui avons travaillé avec lui là, je ne sais pas s'il y a un qui vit vraiment la vie de Thomas Sankara. En tout cas, moi, je ne la vis pas parce que je ne peux pas. Pas parce que je ne peux pas, mais je ne peux pas. Voyez. Pourquoi vous ne pouvez pas? Non, parce que Thomas, lui, il a choisi son peuple et c'est tout. Tu ne peux pas... moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, de façon globale, est-ce que dans la famille, puisque vous faites partie de la famille de Thomas Sankara, quand le livre est sorti, vous avez eu des coups de fil, vous avez fait des réunions pour... Il y a eu des coups de fil, mais il y avait eu des réunions. Parce que moi, je suis parti avec Thomas, pas parce que j'étais Sankara, c'est parce que nous nous sommes connus dans la vie active. Moi, j'étais au niveau syndical et nos combats, on se rencontrait souvent. On avait les mêmes idées. Donc, ce n'est pas une histoire de famille. Quand je suis revenu aussi, je n'ai pas trouvé un seul membre de la famille en prison parce qu'il est membre de la famille. Donc, ce n'est pas transférable. Quand c'est arrivé, j'ai lu ça, j'ai regardé la réaction des gens. Bon, mais... Pour vous, globalement, qu'est-ce que l'on doit retenir de Thomas Sankara? On doit retenir de Thomas l'image de quelqu'un qui a été utile aux autres, qui a pensé aux autres. Vous voyez? Vous savez, les travaux d'intérêt commun, nous l'avions chez nous, à Théma-Boquin. Notre chef nous a fait faire un barrage sans l'apport d'aucun véhicule, pas de gradin, rien. Avec le panier et la daba, on a fait un barrage qui est toujours là. Notre école, une des écoles de la région, a été construite par les gens du village. Entretenu, on a vu son entretien. Je n'ai pas vu sa construction, mais à l'entretien, je voyais les gens se réunir pour aller faire ça. Donc, l'idée là, Thomas, c'est quelqu'un qui avait en lui l'idée de faire utile pour la population et par la population elle-même. Voilà ce que je peux dire comme ça. Voilà qui est clair. Alors, on va évoluer dans l'émission. Vous l'avez dit, vous êtes rentré donc de Libye, vous étiez ambassadeur du Burkina sous la Révolution. Vous avez été arrêté, vous avez fait 4 ans en prison. Dites-nous, dans quelles conditions on vous a arrêté?
Oh là, ça ne vaut pas la peine d'expliquer, c'était pas rocambolesque, c'était simple. Quand il y a eu l'attaque de Koudougou, parce que c'est pas juste après c'est pas après le 15 octobre immédiatement que j'ai démissionné. Hein. Après le 15 octobre, j'ai contacté Blaise. Il m'a dit, écoute, grand frère, j'ai été débordé. C'est le terme, c'est son terme. J'ai été débordé, mais tout ce que je demande, c'est de ne pas rentrer avant que je ne t'appelle. Parce que moi-même, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il avait regretté l'assassinat de Thomas Sankara? Pas devant moi. Moi, je vous dis ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il était débordé. Débordé, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il m'a dit. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Parce qu'il est vivant. Et il m'a dit de ne pas rentrer avant qu'il ne m'appelle. Parce qu'il faut que lui-même se prépare, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et quand je suis rentré, quand je suis retourné dans mon poste à Libye, parce que je n'étais pas en Libye, j'étais en déplacement, bon, j'ai participé à le renforcer. Moi, j'ai contribué à renforcer Blaise après le 15 octobre, parce que j'ai affrété un avion avec des équipements de maintien et de soutien qui est venu lui donner. C'est quand Blaise a attaqué Boukari, que là j'ai compris que non, on ne pouvait plus s'entendre. Parce que tu dis que tu as été débordé et que tu ne sais pas quoi faire. Quelqu'un te soutient et tu vas l'attaquer. Vous savez que Thomas Sankara est mort et que vous avez soutenu Blaise Compaoré? Si. Donc vous avez trahi mais la je ne famille, savais pas au départ que c'est lui. Je n'ai pas accepté que ce soit lui qui l'ait tué. Ah, vous ne pensez pas que Blaise... Non, je ne pensais pas, pas du tout. Pas du tout, là alors, pas du tout. Parce qu'avant le 15 octobre, nous nous sommes vus le 1er septembre à Tripoli, Blaise et moi. Et je lui ai dit à Tripoli que voilà, j'arrive à lire, je lis souvent des tracts orduriers dont on vous fait passer pour auteur. C'est quoi ça, cette histoire? Il dit oui, que c'est comme ça. Que ce sont nos amis, les services là, qui écrivent ça. Quand on écrit contre lui, on fait croire que c'est Thomas qui a écrit. Quand on écrit contre Thomas, on fait penser que c'est lui. Mais eux, quand ils reçoivent ça, ils s'échangent ces courriers-là. Et que de toute façon, lui, il cherche une occasion pour essayer d'informer les camarades que ces lettres-là n'ont pas de fond. Mais sa crainte, c'est s'il parle, on va dire que voilà, comme il en parle là, c'est que c'est vrai. Ça, c'est Blaise qui m'a dit ça le 1er septembre à Tripoli. Parce que c'est lui qui... Le 1er septembre, parce que Blaise est venu représenter le Burkina le 1er septembre 87 oui. à Sousse. Soit environ un mois et demi environ avant l'assassinat de Thomas Sankara. Voilà, ouais. Oui. Donc nous nous sommes vus. Et moi, je n'ai vu aucune animosité. Mais quand vous avez appris après que c'est finalement lui qui a fait assassiner Thomas Sankara? Ouais. Non, mais c'est quand il a attaqué Koudougou que j'ai su que c'est lui. Et après ça, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait une lettre de démission. J'ai envoyé aux relations extérieures, le président sous-gouverneur des Relations extérieures. J'ai dit que si dans 15 jours je n'ai pas de remplaçant, je rentre. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai ramassé mes affaires, je suis rentré. Quand je suis rentré, on est venu me prendre et puis aller me mettre en prison. Au conseil? Non, à la gendarmerie. J'ai passé du 14 janvier 87 parce que au 4 août 89. Ça, c'est la première mi-temps. Ça, c'était à la gendarmerie. Bon, il y avait des tortures et tout. Bon, je croyais que j'étais déjà en enfer parce que vraiment, c'était pas bien. Hein? C'était difficile. Oui. Et par la suite, quand on nous a libérés en 89, et en décembre 89, on est venu encore m'arrêter. Et cette fois-ci, on m'a amené au conseil. J'ai regretté ma condition de la gendarmerie. Quand j'ai arrivé là-bas, là. Ah oui. Ah, comment? Alors... comment ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'arrivé là, de toute façon, on m'a maltraité là. Je n'aurais pas vécu ça que j'allais dire à quelqu'un qui raconte ça là que c'est faux. Qu'est-ce qu'on vous a fait? D'abord, Ismaël, voilà, ce sont ces choses-là, c'est pas bien. Oui, mais c'est l'histoire du Burkina. Oui, c'est l'histoire. Oui, arrivé, oui. Et j'ai trouvé déjà dans la salle où on m'a envoyé là, j'ai trouvé un sergent et un autre militaire dont j'ai eu les grades.
Je les ai vus tous couchés, malades, à des plaies et tout. Je ne sais pas. J'ai dit, mais si tu peux faire un accident, il faut l'amener à l'hôpital de le poser ici parce que je ne croyais pas que c'était une manœuvre. Et quelque temps après, j'ai vu arriver Raymond Trimpoda, l'ancien ministre de la Justice, le ministre de TPR. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, ici ça va être comme la dernière, probablement, comme on amène des magistrats, c'est peut-être pour nous juger. Il est arrivé, il s'est assis sur un siège, et quelque temps après, Hyacinthe Kafando est venu avec des gens. Alors, le magistrat là, il avait des insecticides comme moustico qu'il a voulu allumer. Hyacinthe lui a demandé pourquoi il veut allumer. Allez, remballe ça. Il a remballé. Et devant nous, il y avait un agent de la Sonabel qui était couché nu et on était en train de l'arroser avec de l'eau. Donc, Poda s'est levé, il a enlevé instinctivement son manteau, allait couvrir le monsieur. Oui. Il a dit, mais écoutez, vous allez le tuer. En plein décembre, vous allez arroser quelqu'un à cette heure-ci. Hyacinthe a dit de le botter. Si tu vois comment on a cogné les gars là, je ne sais pas. Donc c'était inhumain. C'était inhumain. On l'a trimballé. Et après, on est venu me chercher encore, amener. Moi aussi, on nous a amené. Il y avait 3 ou 4 personnes, chacun avec un fouet, un gros fouet qu'on a coupé sur les arbres là. Et puis, on te bastonne. Toi aussi, tu cries comme tu peux, quoi. Mais on vous reprochait quoi exactement? Non, on ne posait pas de questions. C'est vers la fin qu'on nous a assis, on nous a donné des feuilles. À moi, on m'a dit d'écrire. On me demande, mais quand est-ce que tu as vu le chef d'état-major pour la dernière fois? C'était Louis Joanny Yamero. Je dis, mais qu'est-ce que je vais aller voir avec un militaire? Dis que tu l'as vu. J'écris, je l'ai vu. Quand est-ce que tu l'as vu? Je dis, je ne sais pas. Mais quand c'est tel jour, ils ont marqué. Donc, est-ce que tu n'as pas vu un tel? Quand je dis non, on te botte. Je dis oui, mais il me dit, mais j'écris. Et puis voilà. C'est eux qui me dictent ça. Ce qui m'a sauvé Ismaël, il y a un jeune gendarme qui était en survêtement qu'on appelle Kambou Kabeya. Je retiens ce nom et je me permets de lui parler pour que sa mère soit tranquille. Il a un fils. Ce monsieur est arrivé, il a dit, écoutez, vous dites que vous allez les juger. C'est ce que vous direz, on a dit à la presse. Il n'y a pas un juge qui tiendra compte de ce que vous êtes en train de faire là. Parce que ça, on appelle ça des extorsions d'aveu. Hyacinthe lui a dit, écoute, c'est pas Hyacinthe, Kéré. Kéré était là, Kéré Bourema. Celui qui était au RSP. Celui qui était au RSP là, était là, il a dit, écoute, vous les gendarmes, vos complications de loi et de quoi là, vas-y là-bas. Quand on va t'inviter, tu vas venir. Il a dit non, parce que tous ceux qui sont là ce soir doivent être responsables. Que si vous sortez ça et puis un jour on renvoie, c'est comme si vous n'avez pas, c'est comme si quelqu'un n'était pas là. Et comme il était le lieutenant, ça s'est calmé, au moins pour cette soirée. Donc c'est ce Kambou là qui a fait que sinon, mais après, on m'avait déjà fait aligner le nom de tous ceux dont il voulait, quoi. Bon. Quelque temps après, on nous a ramenés dans notre KGB. Il y en a qui tenaient debout, il y en a qui ne le pouvaient pas. Et on a amené en plus un jeune qui s'appelle Traoré Eric. Je ne le connais pas, mais c'est pas son nom seulement. On a dit qu'il s'appelle Traoré Eric. Un autre qu'on appelait Abou Nidal. C'est eux qui le nomment Abou Nidal. On l'a amené enfermé avec nous. Et aussi, on venait les sortir frapper. À un moment donné, je n'ai pas su où est-ce qu'ils sont partis. Mais nous, en tout cas, nous sommes restés là-bas, au conseil. Sinon, les tortionnaires, là, c'est Kéré. Il y a un qui s'appelle Moumouni. Et puis, les autres, là, bon. Et après tout ça, vous avez fini par être libéré? Oui, on m'a libéré 2 ans après, 4 ans, quoi. Puisque j'ai fait 2 ans au voilà. 4 ans après, voilà, on sans libéré. Aucun motif. Hein? Non, sans motif. Non, quel motif? Je n'ai rien fait. Et quand vous êtes sorti de prison, vous étiez dans la nature à ne rien faire et tout ça? Voilà, non, je suis reparti à l'Onatel, puisque je n'étais pas encore en retraite. Là-bas, on m'a dit, le directeur de l'époque m'a dit, voilà, on m'a dit de t'employer, mais de ne pas te laisser traverser le goudron pour aller dans les équipements techniques. J'ai dit, il n'y a pas de problème. L'essentiel est que je puisse avoir un salaire.
Parce que toute cette période-là, je n'avais pas de salaire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et quand je suis parti, on m'a confié d'abord la formation et les affaires sociales, les grands malades et puis les cadavres à gérer. Bon, moi, je n'étais pas loin, donc j'ai servi ça jusqu'à ma retraite. Intervenu le 31 décembre 1999. Est-ce que si on vous disait que Blaise et Thomas Sankara ça allait finir ainsi, vous allez le croire? Non, moi je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Parce que si je n'ai pas bien connu Jean-Baptiste, Blaise quand même, je le connais. Et si un jour on doit partager les charges, ce qu'on donne à Blaise, on doit pouvoir me donner aussi, ne serait-ce que la moitié. Parce que nous avons vraiment, je peux dire, nous avons été vraiment complices pour les travaux de la RDP. Jusqu'à ce que ça m'arrive comme ça, je ne croyais pas. 2014, ce fut une année quand même symbolique. Blaise Compaoré qui a fui le pouvoir le 31 octobre. Quand vous avez vécu ces événements, vous vous êtes dit quoi? Est-ce que c'est Thomas Sankara qui est vengé ou est-ce que c'est l'histoire qui est rattrapée aujourd'hui? Non, c'est l'histoire. Parce que moi, Blaise, moi, je me suis fait une idée de lui. C'était un peureux. En fait, c'est la peur qui a amené tout ce que nous sommes en train de vivre là. Sinon, Blaise était plus président que Thomas sous le CNR. En tout cas, je n'ai pas vu Thomas lui refuser quelque chose. Mais quand j'ai été libéré, que j'ai commencé à travailler, j'ai accepté la situation telle qu'elle est, jusqu'à ce que, bon, on a organisé les journées du pardon. Là, j'ai dit non. Pardon tel que ça, là. J'ai dit tous ceux qui sont là, j'ai regardé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a suivi ce que j'ai suivi là. Donc, je pense qu'on devait échanger entre moi et puis mes tortionnaires là, avant qu'on ne parte au stade. Donc, je ne pars pas au stade. Donc, c'était de la comédie. Ça a été de la comédie, en effet. Alors, certains disent aujourd'hui pour la paix, la réconciliation, il faut le retour de Blaise Compaoré. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est nécessaire puisqu'il est vivant. S'il était mort, bon, mais il est vivant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que moi, je ne l'ai pas laissé tomber malgré qu'il ait tué Thomas. Parce que j'ai dit que c'est dans le cadre d'une action politique. Ça peut l'échapper. Bon. Puisque quand sous le CNR, il y a eu d'autres assassinats aussi. Ceci aussi là, ces assassinats aussi avec des parents. Mais donc je me suis dit, bon voilà, c'est Dieu qui rembourse à chacun ce qu'il a fait. Toi aussi tu es là, voilà. Donc moi, quand je suis sorti, j'ai classé ça comme ça et je continue. Au point que, en 2012, vers le mois de mars ou mai, j'ai écrit une Blaise. C'était en mai. C'était en mai 2012, j'ai le document par ici. Ah bon, voilà, j'ai écrit. C'est un document de 3 pages. Voilà. Et Blaise était médiateur dans la crise au Mali. Voilà. Tout à fait. Et je voulais attirer son attention, parce que moi, je connaissais le dossier malien. Oui. Et je savais qu'il allait nous ramener des problèmes. Je l'ai écrit officiellement, signé, pour lui dire de trouver un moyen pour se retirer. Voilà, c'est effectivement. C'est la lettre ouverte. Voilà, cette lettre ouverte. Parce que ce qu'il allait ramener ne vaut pas ce que nous allons trouver par la suite. Donc vous voulez dire aujourd'hui que ce qui arrive au Burkina Faso, on trouve la bonne transition? Si par exemple, si au lieu de me considérer comme un demi-fou, il m'avait écouté, ce que j'allais lui dire, c'est d'aller sur le terrain. Parce que le problème n'était pas au Mali, mais bien au Burkina. En ce moment-là, pour essayer d'éteindre le feu, avant que ça ne s'allume, c'est tout. Mais il n'a même pas réagi. C'est le 14, quand peut-être il était en train de partir vers le commissariat, peut-être c'est pas là même, qu'il m'a appelé. Il m'a dit que est-ce que c'est pas mieux que, ne serait-ce que 15 minutes, on échange autour de mon document. J'ai dit, mais toi aussi, Blaise, quand est-ce que tu vas être sérieux? Tu penses que c'est maintenant que tu cours là que moi je vais accepter de venir là-bas? Je dis non, moi aussi j'ai choisi mon camp, je ne viens pas. Il a dit non, qu'est-ce qui ne plaisante pas? Que c'est vrai, que parce que lui vient de se rendre compte que nous sommes dans une situation très difficile. Je dis, en tout cas moi j'ai choisi mon camp, je ne peux plus quitter la rue pour venir là-bas. Voilà, c'est notre dernière communication avec lui quand il est parti. Sinon je l'ai écrit. En quelle année? En 2014. En 2014. Ouais, alors que je l'ai écrit en 2012. Ah donc en 2014, quand il était en train de fuir, il vous a... là, ouais, moi je crois qu'il devait être même vers le commissariat. Et il vous a appelé? Oui, oui. Je lui ai dit non, je lui ai dit, il n'a qu'à être sérieux une fois. Il dit, moi, c'est pas possible. Il dit, moi, je suis dans la rue. Alors, je ne peux pas venir là-bas. Je vais argumenter quoi pour venir là-bas? Non, Blaise et moi, on se connaît très bien parce que pour que la révolution ait lieu, nous y avons été pour beaucoup.
Mais c'est l'assassinat de Thomas qui a mis la barrière. Alors, on est pratiquement en fin d'émission, ça va vite avec vous. Merci pour tous ces témoignages assez importants. La santé de Djibril Bassolé aujourd'hui, qui a fait l'objet de beaucoup de polémiques. Vous avez même été à l'hôpital, à la prison. À la résidence le voir. Oui. Je l'ai trouvé très amaigri, parce que je connais quand même l'homme. Et j'ai été très heureux d'apprendre qu'il a réussi. On a réussi à l'évacuer. Mais après, il a donné une interview. Les jeunes, toutes les personnes qui l'ont soutenu étaient dessus quand même. Oui, moi, je n'ai pas vu ça. Quelques heures après... Mais ça ne me surprend pas. Parce que c'est des gens qui ne se remettent pas des coups qu'ils ont reçus. Sinon, Bassolé, il est très instruit, il est fin. Mais il ne supporte pas, aucun d'eux ne supporte le coup qui leur est arrivé. Moins de choses, il débloque. Il a débloqué. Sinon, moi, je ne peux pas... La déclaration que je ne peux pas faire au Burkina, là, je ne la ferai pas en France, parce qu'il n'y a pas de différence. S'il est parti en France, c'est que les Burkinabés ont négocié, l'autorité burkinabé a négocié avec l'autorité française pour qu'il y aille. Et il est bien placé pour savoir que dans sa condition-là, le minimum, c'est la réserve. Le minimum, c'est la réserve. Parce que c'est un marché de dupes. Un marché de dupes parce que si un jour la France considère qu'on va fermer une société rentable de la France ici, et que c'est Bassolé qu'il faut sacrifier pour que ça ne le ferme pas, il le fera. Donc, ce n'est pas la peine de... Sans réfléchir par deux fois. Alors, je voudrais vous entendre une dernière question éventuellement, parce que c'est la fin de l'émission. Dites-moi, l'insécurité, le terrorisme, le Burkina n'arrive toujours pas à trouver des solutions. On massacre même des populations. Vous, qui connaissez le Mali, qui connaissez le Burkina, quelle est la solution éventuellement que vous pourrez conseiller au président du Faso qui nous regarde actuellement? J'ai demandé au président du Faso de me donner 15 jours de fil barbelé pour que j'entoure mon jardin. Il n'a pas réagi, mais je vais lui donner quand même le conseil gratuit. Il n'a qu'à voir son président de l'Assemblée, ils n'ont qu'à envoyer une délégation parlementaire dans la zone là, pour aller rencontrer les couches sociales là, leur demander, vous qui vivez cette situation, d'après vous, que peut faire l'État, que peut faire le gouvernement pour que vous retrouviez votre calme d'antan? Est-ce que ce n'est pas tard? C'est pas du tout. Il n'est jamais tard de commencer à chercher une paix. Parce qu'on ne sait pas, on n'a pas encore posé justement la bonne question. Pourquoi il y a ça dans la zone maintenant? Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas sûr, est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas la mauvaise gouvernance locale ou générale qui a amené ça? Si c'est le cas, le président Roch est à même de résoudre ça, puisque lui au moins il n'a pas tué quelqu'un pour venir au pouvoir. C'est des élections. Il est libre de prendre ses décisions ou de ne pas les prendre. Donc pour moi, voilà, c'est tout ce que je peux lui dire. Il n'a qu'à chercher à aller voir sur le terrain, poser les bonnes questions sur le terrain. Naturellement, il faut trouver qui va parler, avec qui parler, mais il n'est pas à ça près. Oui. Merci à vous, Moussoubila Sankara. C'était votre part de vérité aussi. Oui, c'est ma part de vérité. Il reste d'autres vérités que je préférerais qu'on diffuse quand je ne serai plus sur cette terre. Vous allez encore rester longtemps avec nous. C'est ce qu'on vous souhaite, la santé surtout. Merci. Sinon, ça, c'est ma part de vérité comme ça. Merci beaucoup. Okay. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun. La part de vérité de Moussoubila Sankara sur ce qu'il connaît de l'histoire du Burkina. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité avec le même plaisir sur les mêmes antennes de Burkina Info TV. Bonsoir chez vous.